Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce numéro 476 d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Vous allez bien? Ça va. Vous n'avez pas été bloqué par les agriculteurs? Non, ils sont encore trop loin, mais ils approchent de Paris. J'espère être bloqué la prochaine fois. Dans l'image de la semaine, nous allons revenir sur les collusions politico-médiatiques avec le discours de politique générale de Gabriel Attal et l'annulation des compléments d'enquête sur les membres du gouvernement. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré à l'analyse de la réponse par la communication du gouvernement face à la révolte des agriculteurs, sans oublier les habituelles pastilles de l'info et le portrait piquant du jour fait par Claude Cholet de Logim. N'oubliez surtout pas de mettre le pouce en l'air sous cette vidéo, de la commenter, on lit vos commentaires, de vous abonner ou de vous réabonner à la chaîne de TV Liberté. Immédiat numéro 476, on y va. La météo est aux intempéries agricoles, un domaine dans lequel la guerre du vocabulaire fait rage. Le mot agriculteur a remplacé le mot paysan, qui renvoie à pays, paysage. Agriculteur, un mot que les deux syndicats les plus contestataires ont abandonné. À gauche, on trouve la Confédération paysanne. À droite, la coordination rurale. Ces hommes et ces femmes viennent de leur province et de leur terroir, non de territoires abstraits, comme aimeraient le croire les communicants macronistes. Nous débutons dans l'image de la semaine par le discours de politique générale de Gabriel Attal et le journal Le Parisien titre sur ses promesses aux Français, Jean-Yves. Alors on ne se leurre pas sur le fond, mais sur la forme. Quand même, ce que Gabriel Attal a annoncé sur la sécurité, sur le nucléaire, sur les agriculteurs, ça répond à une certaine attente de l'opinion. Est-ce qu'on ne peut pas donner sa chance à Gabriel Attal ? On avait déjà donné sa chance, les Français ont déjà donné leur chance à Macron en 2016. Or, c'était à peu près le même numéro, un peu plus orienté côté finance, c'était le Mozart de la finance. Formidable, il a créé 800 milliards d'euros de dette, le Mozart de la finance. Alors, je crains que le Vivaldi du régalien qu'on nous présente ne donne pas non plus de très bons résultats par rapport à la sécurité, par rapport à l'immigration et par rapport à l'agriculture aujourd'hui. D'ailleurs, le Parisien ne s'y trompe pas trop, il nous dit les promesses. Les promesses dont on sait qu'elles n'engagent, selon une formule politique bien connue, que ceux qui les reçoivent. Pourtant, il a parlé de désmicardiser la France, de la débureaucratiser, de la débloquer. C'est plutôt pas mal. C'est des mots. Ce sont des mots. En fait, les discours sont faits à partir d'analyses de sondages, quantitatifs ou qualitatifs. On voit quels sont les mots qui plaisent et on les reprend, on les sert au public qui dit « Ah oui, c'est pas mal quand même ». Et derrière, une politique qui suit très rarement les annonces. On est dans le domaine de l'annonce, de la promesse. D'ailleurs, regardez, on l'entend souvent à propos de l'affaire des agriculteurs sur lequel on reviendra, les médias qui nous disent « on attend les annonces de Attal ». Les annonces ne sont pas des actes. En tout cas, les journalistes ont été dithyrambiques, notamment Routel Krief sur LCI. On regarde. Il a tenu l'hémicycle, il a montré un grand professionnalisme, une grande maîtrise de l'exercice. Il a fait exactement ce qu'on attend, à mon avis, des politiques aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'idéologie. Il y a des problèmes, je veux les adresser, je veux donner des réponses. Et ces problèmes, ça peut être des problèmes de droite, des problèmes de gauche, c'est pas la question. Et dans un cadre clair, la République, la laïcité, l'autorité, le travail. Et oui, les médias donnent sa chance à Gabriel Attal. Et ils font même plus en annulant un complément d'enquête qui devait lui être consacré, mais également un complément d'enquête qui devait être consacré à la nouvelle ministre de la Culture, Madame Rachida Dati. Comme le montre cet article de Midi Libre, on a
Alexandre Carra, le directeur de l'information de France 2, qui a décidé, je cite, d'un moratoire sur la diffusion de compléments d'enquête, alors qu'on avait diffusé un reportage à charge sur Jordan Bardella il y a peu. Jean-Yves, on va se dire quand même qu'on attaque les opposants politiques, mais qu'on laisse tranquille le pouvoir. Et d'aucuns pourraient penser qu'il y a une tentative d'influence sur les élections de la part des médias. Alors, d'autant plus que les médias prétendent, ont longtemps prétendu, être le quatrième pouvoir, le contre-pouvoir. Alors là, on voit très bien qu'ils sont au service du pouvoir. En tout cas, France 2 est au service du pouvoir, puisqu'il consacre un numéro et qui lance un grand renfort de publicité contre le principal opposant, en tout cas pour les élections européennes, à savoir Jordan Bardella. Et on passe à la trappe ce qui concernait un certain nombre de personnalités, dont le Premier ministre, M. Attal, dont Mme Dati. Alors, faut dire qu'un complément d'enquête sur Mme Dati, il faudrait plusieurs émissions de suite, parce que entre ses liens avec le Qatar, le Maroc, l'Azerbaïdjan, et j'en passe, il faudrait plusieurs numéros de suite. Donc, on n'en fait aucun. Ce que ça montre aussi, Jean-Yves, c'est la collusion politico-médiatique. Et vous aviez envie de jouer à un petit jeu aujourd'hui. Donc j'ai apporté des cartes, le jeu des 7 familles, si vous voulez bien y jouer. Bon, vu que je suis bon joueur, je vous laisse commencer. Alors, dans la famille politique, qu'avez-vous à me proposer? Je vous demande le conseiller ministériel d'Attal. Eh bien, la femme de ce monsieur Nézard, c'est la responsable du service politique du Monde, qui était contrainte de quitter son poste. Et oui, ce conseiller de Gabriel Attal qui avait qualifié, je cite, Marine Le Pen de pute et qui s'était inventé des origines populaires alors que son père était médecin. Mais ce n'est pas le seul exemple du jeu des 7 familles politico-médiatiques. On en a d'autres. Salamé avec Glucksmann. Glucksmann, Salamé, la position clé dans le service public. Glucksmann, tête de liste PS aux élections européennes. Trierweiler avec Hollande. C'est de l'histoire ancienne. Anna Cabana avec Blanquer. Ça, c'est récent. Elle avait même commenté l'absence de Blanquer pendant des vacances, alors qu'elle-même était en vacances avec Blanquer à Ibiza, je crois. C'était vraiment un sommet de l'art journalistique. Oudéa Castéra avec la famille Duhamel. Pour le coup, ils ne sont pas mariés, mais son cousin. Non, mais alors Oudéa Castéra, c'est la nièce d'Alain Duhamel, oui. C'est la nièce de Madame Saint-Cric, c'est la cousine de Benjamin Duhamel. Là aussi, c'est très familial, cette affaire. Est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression, en fait, d'être gouverné par une seule et même grande famille politico-médiatique? Il y a une oligarchie unie, effectivement, côté politique, côté médiatique. Il y a Thomas Soto aussi, qui, lui, Thomas Soto et compagne avec Mayada Boulos, la directrice du cabinet de l'ancien Premier ministre Jean Castex. Voilà, c'est une affaire un peu ancienne, voilà. Donc, tout ça. Alors, on voit d'ailleurs la montée en puissance des communicants, puisque 2 des noms que nous avons cités, c'est des communicants du Premier ministre, mais le communicant est aujourd'hui le personnage le plus important dans un cabinet ministériel. Les autres, ils font le boulot, mais ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est le communicant. Maintenant, place au dossier du jour. Le dossier du jour est consacré à l'analyse, au décortiquage de la réponse par la communication du gouvernement à la crise des agriculteurs via 4 leviers: communication, délégitimation, diabolisation et subversion. Nous allons le voir. Communication déjà, dans le registre de la mise en scène caricaturale, on voit Attal avec une botte de foin qui s'adresse aux agriculteurs. Et l'écrivain Romain Guérin commente: dans sa mise en scène pour s'adresser au monde paysan, Gabriel Attal a utilisé une botte de foin pour poser ses petites notes quand il devra s'adresser aux banlieues. Je lui conseille de prendre une voiture brûlée comme pupitre. On a également un florilège d'éléments de communication du point de vue des éléments de langage. On voit le tweet de Gabriel Attal, le terrain et le dialogue. On a entendu dire Gabriel Attal, je suis résolu à avancer résolument. Jean-Yves, quel est votre décryptage de cette communication de Gabriel Attal? Attal, Attal, c'est de la communication. Uniquement de la communication. D'ailleurs, avant l'affaire des agriculteurs, la grande question de son équipe, c'était quelle va être
comme Premier ministre son abaya. L'abaya, c'est ce qu'il avait utilisé, la lutte contre l'abaya, quand il était ministre de l'Éducation, pour apparaître en pleine lumière des médias. Et là, il se disait, mais bon sang, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver comme abaya ? En fait, il y a eu l'agriculture, donc qui a supprimé en quelque sorte le besoin d'abaya, mais il a quand même mis un mot fort qui était censé porter dans son discours d'investiture, c'est désmicardisation. Désmicardisation. On ne sait pas d'ailleurs très bien ce qu'il met derrière, puisque il y a de plus en plus de smigards dans ce pays. On ne sait pas comment il va désmicardiser, mais c'était ça l'idée. Voilà. C'est la com, le vocabulaire. Mais sur la communication, ça n'est pas fini, puisqu'il semblerait que TF1 n'ait pas pu trouver une autre agricultrice qu'une députée macroniste. On voit que Sandrine Lefort, députée macroniste du Finistère, déclare « Je suis satisfaite des annonces du Premier ministre. Il a annoncé des mesures très concrètes qui vont faciliter la vie des agriculteurs au quotidien. » Deuxième moyen politico-médiatique pour répondre à la révolte des agriculteurs, c'est la délégitimation. Nous en parlions la semaine dernière. Certains journaux accusent le gouvernement de 2 poids, 2 mesures par rapport aux agriculteurs. Quant aux émeutes de Naël qui avaient lieu en juin dernier, le journal Challenge notamment, Le Parisien, colère des agriculteurs, 2 poids, 2 mesures. Le journal Les Jours qui nous dit la différence de réaction de Darmanin et du gouvernement face aux manifs ne vous saute pas aux yeux, point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez étrange parce que d'habitude, les médias qui ont toujours tendance à se présenter comme un contre-pouvoir, je me répète, sont plutôt à dire que la répression est trop forte, appeler à la modération, etc. Là, ils appellent à la répression. Ce sont les médias, n'est-ce pas, qui appellent à la répression. Dans le gouvernement, quand même, il faudrait les taper un peu plus fort. D'ailleurs, le gouvernement les entend, finalement. Pourtant, on pourrait répondre à ces journaux qu'on n'a pas envoyé les blindés tout de suite pour Naël, ce qui est le cas pour les agriculteurs, comme le montre cet intervenant sur BFM TV. Là, pour l'instant, on est bloqué, on ne comprend pas pourquoi. Donc on a un groupe devant qui est bloqué par les blindés de la gendarmerie, chose qui est un petit peu étonnant, parce que bon, on n'est pas méchant. Au mois de juin, pour les émeutes qu'il y a eu, on n'a pas sorti les blindés, mais là, pour quelques tracteurs qui viennent autour de Paris, tout de suite, on sort les blindés. De plus, on a appris hier la mise en garde à vue de 90 agriculteurs qui avaient tenté d'infiltrer le marché de Rungis. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? Alors, d'abord, là, on voit que la répression se met en place. Les médias l'appelaient, il la préparait, en fait, et le gouvernement la met en place. Alors, ces 90 gardes à vue posent effectivement beaucoup de problèmes, parce que qu'il y ait interpellation, pourquoi pas, s'agissant d'infractions, mais s'agissant d'infractions qui semblent contraventionnelles, la garde à vue paraît tout à fait anormale. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'avocats des agriculteurs qui parlent de garde à vue sans base légale. Sans base légale. Donc, il y a une répression là qui devient assez sérieuse, en tout cas probablement au-delà de ce que la loi permet. En tout cas, il y a débat sur ce sujet, mais pas dans les médias. Troisième phase de la riposte du gouvernement et des médias pour lutter contre la révolte, c'est la diabolisation. Et ce terme, vous le connaissez bien, Jean-Yves, pour avoir écrit dessus. On parle de récupération de l'extrême droite, comme en Allemagne. L'extrême droite, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ah oui, moi aussi. Non, j'ai très vraiment. peur. Et Mediapart est d'accord avec vous, puisqu'il titre « De midi rouge à midi brun, quand l'extrême droite noyaute la colère des agriculteurs ». Idem pour le Canard enchaîné, les fachos sont dans le pré. Pour Libération, à Montpellier, des violences d'extrême droite dans une manifestation d'agriculteurs. Mais l'exemple paroxystique de cette diabolisation, c'est Christophe Barbier qui nous l'a livré en disant à demi-mot que les agriculteurs étaient en fait des antisémites. On regarde. Que historiquement, le chapeau jaune, le bonnet jaune, c'est le premier signe de distinction qui a été imposé aux Juifs après le concile de Latran en 1215, qui a été transformé par Saint-Louis en 1269 en la rouelle, c'est-à-dire un rond jaune sur la poitrine et dans le dos. Et évidemment, des siècles après, l'étoile jaune a pris la suite. Donc je pense que le bonnet jaune sera peut-être pas une bonne idée. Voilà. Jean-Yves, on a écouté Christophe Barbier, mais je me demande, est-ce que ça marche encore cette réduction à toutes les rooms ? En tout cas, ça continue d'être utilisé, ça s'use, mais ça fait 80 ans que c'est terminé quand même la Seconde Guerre mondiale, mais
ça continue de marcher. Alors, honnêtement, c'est un peu capillotracté, là. Puis alors, on ne sait plus quelles couleurs vont être autorisées. Parce que si j'ai bien compris ce que dit M. Barbier, ou ce que disait Mediapart avant, le brun, c'est interdit. Oui. Le brun, c'est interdit. Le vert, c'est interdit aussi, parce qu'il y a eu les chemises vertes. Vous avez vu, il nous dit ça, M. Barbier, pendant les années 30. Ah, aussi, ça fait peur. Et puis le jaune, c'est interdit aussi. Parce que le jaune, il y a eu la rouelle, enfin bon. Alors, on ne sait plus trop bien quelle couleur prendre, parce que le bleu, c'est la couleur de la police. Donc, difficile quand même pour l'opposition de la prendre. Le blanc, c'est la couleur des médics, du médical. Pas possible non plus. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste le rouge. Comme l'écharpe de M. Barbier, le rouge, pas grave. Communisme, 100 millions de morts. Oh là là, on ne va pas faire d'histoire pour ça. Et c'est pourtant ce que porte M. Barbier. Enfin, le dernier levier de riposte, c'est celui de la subversion. La subversion, c'est le moyen le plus sournois, le moins visible, mais peut-être l'un des plus efficaces. La subversion du mouvement par l'intérieur, par ses représentants. En effet, M. Jérôme Bail, désigné comme porte-parole du mouvement par les médias, semble de plus en plus proche du pouvoir. On le voit donner un petit papier au ministre. On le voit très symboliquement d'ailleurs, il est assis, alors que les autres derrière sont debout. À côté, alors il y a le préfet, pouvoir. Il y a le ministre de l'Agriculture, le ministre, comme on dit, des territoires, ça doit être ça, M. Béchu. Et lui, à côté, il est parmi les officiels. C'est l'officiel à casquette, comme le préfet d'ailleurs, enfin c'est pas tout à fait la même casquette. C'est l'officiel. Et puis il fait la bise à Mme Delga, la conseillère, la présidente de la région. Il fait des mamours avec M. Attal, des opposants comme ça, on en veut tous les jours. L'historien Éric Lanceau nous livre une analyse de cette technique que j'ai trouvée très intéressante. Ralliement de Jérôme Bail, je cite, « La technique est vieille comme le monde ». Petit 1. Lors d'un mouvement contestataire, repérer une figure potentielle d'incarnation. Petit 2. Négocier secrètement avec elle. Petit 3. Le faire monter médiatiquement, le rendre populaire, indépassable. Petit 4. Annoncer des mesures pour apaiser la tension. Petit 5. Dernière étape. Faire intervenir la figure créée pour qu'elle dise sa grande satisfaction et appeler à arrêter le mouvement. Jean-Yves, est-ce que vous voyez des commentaires à faire sur la représentation des agriculteurs ? Alors, la représentation des agriculteurs, il y a 4 formations pour le moment. Il y a le syndicat FNSEA, le syndicat des jeunes agriculteurs, SNJA, et puis il y a la coordination rurale, plutôt à droite, et la confédération paysanne, plutôt à gauche. Mais les 2 principaux représentants, ou considérés comme tels, et les principaux acteurs en relation avec le pouvoir, c'est la FNSEA et le SNJA qui représentent en fait de très grands acteurs. Le patron de la FNSEA, il a 700 employés dans son entreprise. Donc c'est pas tout à fait le petit agriculteur. Il travaille beaucoup à l'importation, donc qui sont liés aux accords de libre-échange, et il travaille aussi beaucoup sur la production d'énergie renouvelable ou de biocarburants, et donc ils sont liés aussi à la transition énergétique. C'est-à-dire que les 2 choses qui posent des problèmes aux petits agriculteurs, à savoir les excès de la transition énergétique ou de ce qu'on appelle la transition énergétique et les excès du libre-échange, eh bien, les grands représentants syndicaux, ils sont plutôt du côté de l'ennemi, si je puis dire. D'où d'ailleurs le fritage entre les différents courants syndicaux, et peut-être aussi la répression sélective du gouvernement contre la coordination rurale avec les 90 gardes à vue de Rungis. Autre illustration médiatique de la colère, de la défiance entre ce qu'on appelle la base et l'oligarchie, c'est cet extrait sur CNews d'un agriculteur qui dézingue, on peut le dire, tout le plateau. On n'a plus d'agriculture, on n'a plus d'industrie, on n'a plus d'hôpital, on n'a rien plus. Macron, en 7 ans, il aura tout tué. Il a mis un ministre qui ne savait même pas combien il y avait de mètres carrés dans un hectare. Il est ministre de l'économie, ça fait 7 ans. Sébastien, est-ce que je peux donner la parole à Julien Audoul? Alors, c'est assez intéressant, parce que sur le plateau, on est sur CNews. Donc, il y a des gens qui sont quand même plutôt dans l'opposition.
il y a Lelouch qui vient de LR, qui a d'ailleurs été ministre. Il y a Odoul du Rassemblement National. Et on a l'impression, et puis il y a les journalistes de CNews, et on a l'impression quand même que cet agriculteur, il dit des choses en rupture avec l'ensemble des représentants du plateau. Et c'est quand même étrange, parce que c'est sur CNews, quoi. C'est pas sur C'est à vous, l'émission Bobo service public, quoi. Voilà. Très intéressant comme séquence. Le type, il a du punch, quoi. Place désormais aux pastilles de l'info. La première de ces pastilles, c'est la défense de Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Et oui, le Conseil constitutionnel, qui a largement censuré la loi immigration, la vidant de sa substance. Bien naturellement, cela a suscité des réactions, des accusations de gouvernement des juges. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction de Vincent Trémollet-de-Villers, journaliste au Figaro sur Europe 1. Mais qui commande vraiment, se demandent de plus en plus les Français. Sur l'immigration, c'est le Conseil constitutionnel qui dicte sa loi. Sur l'agriculture, c'est l'Union européenne qui insuffle sa logique décroissante. Les cours de justice, les normes supérieures, les traités renvoient la politique à la seule communication. La puissance publique est impuissante. Pour sa défense, Laurent Fabius s'est drapé derrière la République, la défense des institutions. Que pensez-vous de sa rhétorique ? Alors, deux choses. D'abord, où fait-il sa défense ? Où fait-il sa défense ? Sur le service public le matin, sur France Info ou France Inter, mais sur le service public, le soir, à nouveau sur le service public, sur C'est à vous. Donc dans des émissions ouvertement immigrationnistes. Donc il fait sa défense, il va chez lui. Il ne prend pas le moindre risque en allant, par exemple, sur Europe 1, ou en allant sur CNews, ou même en allant sur BFM. Non, il prend le risque minimum, le service public, premièrement. Deuxièmement, il se drape dans la défense. Je défends les institutions. Mais objectivement, il défend les institutions contre le bon sens. Parce qu'il explique qu'il a censuré plus de 30 articles, c'est-à-dire à peu près la moitié de la loi et 80% en termes de contenu, parce que c'était des cavaliers hors sujet. Alors, hors sujet, c'est absolument extraordinaire parce que il censure le texte sur les étudiants étrangers au motif que ça n'a aucun rapport avec l'immigration. Ah bon ? Il censure le texte sur le regroupement familial, l'amendement, au motif que ça n'a aucun rapport avec l'immigration. Il censure la poursuite pénale de ceux qui aident les clandestins parce que ça n'a aucun rapport avec l'immigration. Le texte, ça n'a évidemment aucun sens. Il ne peut pas défendre ça en dehors que face à des journalistes totalement complaisants. On voit, là encore, à quel point les médias sont un relais du pouvoir, en l'occurrence, le pouvoir politique du Conseil constitutionnel qui ne fait pas du droit, qui habille ses considérations politiques de considérations juridiques. Ça me fait penser à une citation que j'avais vue lors de mes études de droit. « Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité ». C'est une citation de Jean Giraudoux qui fait dire à Hector ces paroles. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très belle formule, vraiment, vraiment très très belle formule, et très vraie, et très vraie. Deuxième pastille de la faux, c'est l'affaire de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson qui a été accusé d'être un réactionnaire, un facho. Tesson, c'est cet auteur à succès que d'aucuns considèrent comme le plus grand écrivain français. Il y a un film notamment qui est sorti récemment sur lui, sur le chemin noir avec Jean Dujardin. Et il a été empêché de parrainer une édition du Printemps des Poètes 2024, en tout cas tenté d'empêcher. La raison, il serait, selon ses détracteurs, un agent idéologique de l'extrême droite. Et ce qui est intéressant, c'est que M. Sylvain Tesson a répondu à Laurent Delahousse sur France 2. On regarde. Mais vous n'êtes pas un agent idéologique de l'extrême droite, comme on l'a entendu ? Non, moi je veux bien être un réfractaire. Il y a beaucoup de mots, comme ça on peut dire que je suis réfractaire, on peut dire que je suis un cheval de labour, que je suis une vieille locomotive, plutôt qu'une Formule 1. Mais non, ils ont trouvé un mot qui est le mot du conformisme absolu et qui clôt le débat, c'est extrême droite. Le mot du conformisme absolu, extrême droite, nous dit Sylvain Tesson. Alors Jean-Yves, vous qui avez écrit sur la diabolisation, que pensez-vous de cette défense ? Moi je trouve que c'est une très bonne défense, c'est une défense par la dérision.
C'est la dérision, c'est-à-dire qu'il dit oui, j'assume d'être actionnaire, j'assume d'être traité de ringard, traité d'actionnaire. Alors d'extrême droite, vraiment, c'est d'un ridicule achevé, c'est le conformisme absolu. Et ça, c'est très bien. Hop, il balaye. Il ne s'excuse pas, il balaye. Surtout, ne pas s'excuser. Troisième pastille de l'info, ça se passe aux États-Unis, au Texas particulièrement. On en parle très peu dans les médias français, mais il y a des tensions à la frontière entre les troupes fédérales et les troupes du Texas. Cela nous concerne aussi, puisqu'il y a des migrants qui passeraient durant la nuit envoyés par Joe Biden en Espagne et qui seraient ensuite propagés dans toute l'Europe à cause de l'espace Schengen. On regarde la vidéo de la journaliste espagnole. España ha recibido ya a los primeros inmigrantes latinos que Estados Unidos envía a nuestro país para aliviar la presión en sus fronteras. Un envío que se produce en pleno colapso en Canarias por la llegada de inmigrantes y tras un año en el que la inmigración irregular subió más de un 80%. 281 inmigrantes latinos han llegado a nuestro país enviados por Estados Unidos después de que huyeran de los regímenes. Jean-Yves, est-ce qu'on est en train de revivre une guerre de sécession ? Alors, il y a plusieurs affaires dans l'affaire, si j'ose dire. Il y a d'abord le fait que les médias français ne parlent pas d'un événement majeur, et même de deux événements majeurs. Le premier événement majeur, c'est un conflit entre l'État du Texas et l'État fédéral. Et il y a eu déjà par le passé, toute l'histoire des États-Unis, c'est au fond une dialectique entre le pouvoir des États et le pouvoir de l'État fédéral, qui est de plus en plus centralisé d'ailleurs. Et donc il y a un conflit potentiel très important. On ne comprend pas que les médias français n'en parlent pas. On ne comprend pas non plus qu'ils ne parlent pas à la fois du franchissement massif de la frontière américaine par les Sud-Américains, Mexicains, Guatémaltèques, Brésiliens et j'en passe, Péruviens, et qui ne parlent pas non plus du basculement d'une partie de ces migrants vers l'Europe via l'Espagne. Bon. Donc il y a tout un pan de sujets qui ne sont pas traités par les médias, y compris quand il y a des images spectaculaires, comme celles qu'il peut y avoir à la frontière du Texas. Donc, occultation d'un sujet absolument majeur. Ce que souligne d'ailleurs Thibault de Montbrial dans son tweet, on ne comprend pas que les médias ne parlent pas de ce sujet qui est central sur les États-Unis. Alors on va dire les États-Unis c'est loin, mais vous vous souvenez que quand il y a des élections aux États-Unis, on nous en parle tous les jours. Donc pourquoi on parle de certains sujets et pas d'autres ? Eh bien parce qu'on ne parle pas des sujets qui peuvent aller contre la doxa. Dernière pastille de l'info, une information toute récente, c'est Gérard Miller qui est accusé d'agression sexuelle. Gérard Miller, c'est ce psychanalyste de gauche. Et dans le côté décryptage, ce qu'on peut remarquer, c'est pour le coup le deux poids deux mesures médiatique avec Libération qui fait des unes absolument visibles sur Gérard Depardieu, sur MeToo, mais qui pour Gérard Miller, leur ami idéologique, fait un tout petit article rikiki dans un coin de page. Qu'est-ce que vous en pensez ? En 15e page, voilà. Bah ça, c'est le deux poids, deux mesures à l'état pur. Alors, il faut dire que c'est un peu différent. Il y a une vingtaine d'années maintenant, avant MeToo, il y avait eu le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, qui avait tué sa compagne, Trintignant. Et à l'époque, les médias, dont Libération, avaient dit oui, il a tué sa compagne, mais c'est un type bien. Il a tué sa compagne, mais c'est un type bien parce qu'il combat l'extrême droite. Voilà. Alors Miller, on ne dit pas que c'est un type bien, mais comme il combat lui aussi l'extrême droite, on place son affaire en 15e page, en quelques interlignes, pour éviter qu'on en parle. On protège les amis. Deux poids, deux mesures. Nous arrivons au terme de ce immédiat numéro 476. Merci vraiment pour votre fidélité. Merci Jean-Yves pour cette émission. N'oubliez surtout pas de mettre le pouce en l'air, de commenter cette vidéo, on lit vos commentaires, de vous abonner ou de vous réabonner à la chaîne TV Liberté. Et on ne se quitte pas, comme à notre habitude, sans les portraits piquants faits par Claude Cholet. Et aujourd'hui, il est consacré à Denis Olivienne, un vrai caméléon, comme nous allons le voir. Aujourd'hui, nous allons parler de caméléon. C'est joli, un caméléon. Ça change de couleur en fonction de l'environnement. Notre caméléon du jour, c'est Denis Oliven, un excellent agent de relations publiques, entre autres pour lui-même.
Denis Oliven est né en 1960 à Paris. Il est le fils d'Armand Oliven, psychiatre, et d'une mère psychanalyste. Il est le compagnon de l'ancien mannequin Ignès de la Fressange. Son oncle était Claude Olivenstein, fondateur d'un service spécialisé dans la lutte contre la toxicomanie. Très bonne scolarité. Lycée Henri IV, École normale supérieure, agrégation de lettres, Sciences Po, enfin l'ENA. Il intègre ensuite la Cour des comptes. Doté d'une sensibilité de gauche, il écrit des discours pour Laurent Fabius à la fin des années 80 et devient en 1992 le conseiller de Pierre Bérégovoy. Après des passages chez Air France, Numéricable, Canal, il arrive en 2002 au groupe Pinot, Printemps Redoute, pour devenir PDG de la Fnac. Début 2008, il quitte la Fnac pour rejoindre le Nouvel Observateur où il réalise une interview très remarquée et très favorable de Nicolas Sarkozy, alors chef de l'État. Début 2011, on commence à voir le tournis. Denis Oliven quitte le Nouvel Observateur pour le pôle information du groupe Lagardère, dont il vend une bonne partie des médias au Tchèque Daniel Kretinsky. Et il passe chez Kretinsky pour suivre les actifs de celui-ci. Encore plus fort, en 2020, Patrick Drahi le place à la tête du fonds qui chapeaute Libération. Le quotidien est alors subclaquant. Il est sauvé une fois de plus par un milliardaire, devinez qui ? Daniel Kretinsky, qui donne 1 million d'euros et en prête 14 à la société éditrice du titre. Comme l'a déclaré le trotskiste Henri Weber, à 15 ans, il était proche de la LCR, dans ce qu'on appelle les comités rouges. Il adorait se bagarrer contre les types de l'extrême droite. Fin de citation. Il aurait fait plus tard des pieds et des mains pour entrer dans un gouvernement sous Nicolas Sarkozy, ce qu'il a démenti. Considéré par tous ses amis comme charmeur et charmant, il défendra le politiquement correct à l'université d'été du MEDEF le 4 septembre 2009, je cite. Le politiquement correct, c'est quand même l'expression d'un progrès, de la civilité, de la sociabilité. C'est un fruit. Un enfant est la condition de la démocratie. Par conséquent, le politiquement correct, c'est vital pour nos démocraties. Fin de citation. Membre du siècle, habitué de Bilderberg, membre de la French American Foundation, un grand patron le définit ainsi dans le Canard enchaîné du 8 décembre 2010. Je cite, « Il a adopté la tactique dite du nénuphar, telle la grenouille qui saute de plante en plante. Et il se barre juste avant l'échec, juste avant que cela ne se voie. » Fin de citation. Entre grenouille et caméléon, on doit pouvoir s'entendre.